Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley ce matin. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Rudet. Comment tu as passé le week-end? Ça va, beaucoup plus à la maison. Tu sais que, entre autres, nous sommes en fin de trimestre. Donc, le second trimestre qu'on est en train de boucler, il fallait corriger les dernières copies, mais également commencer à insérer les notes sur le logiciel mis à disposition par le ministère de l'Éducation nationale. Un logiciel plutôt efficace. Un logiciel qui aujourd'hui quand même a connu beaucoup d'améliorations par rapport à l'accès, par rapport à la maîtrise même de l'outil, parce qu'il faut savoir que les enseignants n'ont pas bénéficié de formation pour pouvoir avoir accès à la procédure, mais aujourd'hui de plus en plus avec l'acuité que les uns et les autres ont par rapport à l'accès au numérique, chacun se débrouille à pouvoir être en mesure d'insérer les notes. Mosley, tu as vu le document que tu as en face de toi? Oui, qui vient du cours secondaire en Beau. Ouais, oui. Voilà, j'ai essayé de regarder un document. En fait, c'est un document que ma fille a emmené qui demandait à ce que les enfants aillent participer à un séminaire sur la présentation des métiers du ministère de la formation professionnelle. Oui. Bon, moi, c'est pas ce qui m'a intéressé. Moi, c'est les statistiques. Le palmarès. Le palmarès, ce sont les meilleurs élèves de 6e en seconde. C'est quoi STT? La STT, c'est une série technique. Ça, je ne sais pas exactement à quoi ça renvoie, mais c'est une série technique. Je sais qu'on parle de comptabilité, de secrétariat, quelque chose de ce genre. Mais je ne sais pas. D'abord, dans le document, je suis impressionné par les âges. Voilà, des âges qui varient entre 10 ans et 18 ans. 10 ans en 5e et 18 ans en terminale. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus les filles qui font l'école que les garçons. On ne dira pas qu'il y a beaucoup plus de filles qui font l'école. Voilà pourquoi je te pose la question. J'ai l'impression. Ce qui est quand même observable aujourd'hui, c'est que dans nos salles de classe, c'est le même constat qu'on peut faire au lycée Mikolongo, c'est le même constat qu'on peut faire au lycée Mandela, ainsi de suite. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une forte population féminine qui est présente dans les salles de classe. Et qui est excellente. Avant d'être excellente, il y a que numériquement, les filles sont plus nombreuses dans les classes aujourd'hui. Et je crois que ça reflète un peu les statistiques nationales en termes de population. Les femmes, c'est près de 60% de la population gabonaise. Donc, elles sont plus nombreuses. Si je me réfère au recensement général de la population de 2013, donc les femmes sont déjà plus nombreuses. Donc, ce grand nombre se reflète également dans l'environnement social qu'est l'école. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus beaucoup de filles dans les salles de classe, et ceux qui peuvent peut-être douter de ce qui est plus de femmes, il suffit de voir les dernières naissances ou bien aller à l'hôpital voir le nombre de naissances qu'il y a chaque année. Moi, je prends souvent exemple sur moi. Moi, j'ai 4 enfants, mais de mes 4 enfants, j'ai 3 filles, un garçon. Tu vois. Donc, ça reflète on fait plus de... C'est le cas aussi de DAF Fresh, hein? Je sais pas. Non, moi j'ai plus de garçons que de filles. La balance. Donc, tu vois que et de plus en plus de gens qu'on rencontre au quotidien te diront, j'ai eu la semaine dernière encore, il y a un ami qui a eu une fille, il a 4 filles aussi. 2 garçons, donc il y a plus de femmes au niveau de la population gabonaise, ce qui se reflète, comme je le disais tout à l'heure, dans les salles de classe. Maintenant, après, il y a aussi que on a aujourd'hui une forte population féminine aussi qui excelle dans l'école. Oui. Parce que René, la dernière fois, on a vu un concours à France 24, c'est une fille qui a gagné. Oui. Qui excelle à l'école, parce que de plus en plus, la société est organisée de telle sorte qu'il y a une émulation qui va dans le sens d'encourager la femme à se penser comme l'égale de l'homme. Peut-être pas sur le point des droits, l'égal sur le plan physique, mais au niveau des droits, au niveau des considérations intellectuelles, au niveau des aptitudes physiques et intellectuelles. Donc, de plus en plus, des femmes sont en assurance. De plus en plus, on transmet à la jeune fille l'idée selon laquelle
si un garçon est ingénieur, elle aussi, elle peut être ingénieure. Si un garçon est, je dis un truc bête, chauffeur de taxi, elle peut être chauffeur de taxi. Donc, c'est là pour effet de mettre, du moins de permettre aux jeunes filles de se voir comme étant au même niveau que les hommes. Donc, aujourd'hui, de plus en plus de femmes, d'ailleurs, quand vous regardez dans nos administrations, dans nos entreprises, de plus en plus de femmes occupent les postes jadis qui étaient dédiés aux hommes. Et le contraire aussi a tendance désormais à se faire remarquer. Donc, de plus en plus, les femmes sont engagées à l'école. Sauf qu'après, il y a encore quelques situations qui font que quand vous avez un beau palmarès comme celui-là, où vous avez des jeunes filles de la 5e en terminale qui ont des très beaux résultats, je vois des 17 de moyenne, 18 de moyenne, mais dès qu'on commence à avancer dans la scolarité, il y a des déperditions. Il y a des déperditions qui s'observent, mais... Voilà pourquoi à la fin de la ligne, on trouve beaucoup plus de garçons que des filles. Oui, parce que le garçon sera beaucoup plus endurant et le garçon sera au fur et à mesure qu'il évolue dans le processus scolaire d'apprentissage, le garçon prend conscience de la réalité qui est la sienne. Or, les filles sont beaucoup plus matures, on va dire, elles sont matures prématurément. Donc, quand une fille commence à entrer dans des classes comme la 4e, 3e, elle commence à avoir un autre regard sur le monde, elle commence à avoir une autre manière d'agir dans les salles de classe parce qu'il y a ce poids-là social qui fait qu'à un moment, la jeune fille, elle sait que bon, je ne peux plus me comporter d'une façon Y, ou quand elle est arrivée en 6e, elle courait dans l'établissement faisant des jeux avec les autres. Mais après, elle commence à aller dans des salles de classe, 4e, 3e, seconde, première et plus encore en terminale, où on commence à lui renvoyer l'idée qu'une femme doit avoir une certaine posture dans la classe. Elle ne peut plus rire aux éclats comme elle pouvait le faire au CM2 ou en 6e. Ensuite, il y a aujourd'hui aussi le fait que de plus en plus, on voit les actions qui sont menées en faveur de la jeune fille. Cela aussi encourage les filles à beaucoup plus de responsabilités, à beaucoup plus de prise de conscience et ça encourage l'excellence. Maintenant, il faut que les parents, les familles accompagnent le système éducatif, accompagnent l'école, accompagnent l'État dans le processus qui voudrait que, malgré un certain nombre d'écueils qui peuvent survenir à un moment donné de leur scolarité, les jeunes filles soient capables d'aller dans on va dire des formations plus longues, parce que c'est le problème qu'on peut avoir dans notre pays. Dans les formations longues, on trouve très peu de femmes. En médecine, il y a très peu de femmes. Des ingénieurs, on n'en a pas des milliers au Gabon. C'est quand même un contraste. Voilà. Parce que dans le document, on a 28 élèves. 28 élèves et vous avez 21 qui sont des filles qui ont des notes excellentes. Il n'y a que 7 garçons. Ouais. Donc, ils font pas maintenant, si on prend cette classe et qu'on essaie de suivre leur évolution, tu verras que la tendance va plus ou moins être renversée. Quand tu parles d'être renversée, c'est par rapport au nombre de femmes ou c'est par rapport aux moyennes? Non, par rapport au nombre de femmes qui finissent au bout du cursus. C'est-à-dire que quand elles vont franchir le cap de la terminale, elles ont le bac, arriver à l'université. Beaucoup ne vont pas forcément aller s'inscrire à l'université. Certaines vont aller chercher des métiers qui sont, du moins des formations qui sont plus rapides d'accès aux métiers tels que secrétariat, comptabilité. D'autres vont aller faire la sténo, si ça existe encore, je ne sais pas. Assistant de direction. Assistant de direction, voilà. Des formations courtes. Oh, l'homme, il peut aller jusqu'à un doctorat, un post-doctorat. Mais c'est les hommes qui gaspillent le cursus des filles. Non, parce qu'il va aller grossir la pauvre fille à l'université. Et elle après, aura des difficultés pour avancer alors que lui, il avance au calme. Bon, moi, je ne suis pas trop... Après, il y a certaines qui poursuivent avec des grossesses. Oui. Là, après, il y a certaines qui, après l'accouchement, recommencent leur cursus. Mais en fait, elles se dirigent vers une formation qui peut l'aider. Oui, mais c'est compliqué. Non, moi, j'ai envie de dire la chose contraire. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant les hommes qui freinent la scolarité des filles, mais c'est l'environnement. Notre environnement n'est pas préparé, n'est pas structuré, n'est pas organisé dans le sens d'accompagnement
des jeunes filles mères. Bon, on a des efforts qui sont engagés depuis un certain temps, mais ces efforts-là ne sont pas très poussés pour permettre à la jeune fille d'être autonome malgré le fait qu'elle soit en situation d'abandon par exemple le père de son enfant ou qu'elle-même elle ait des difficultés. Il faut que aussi les familles, parce qu'il y a l'État, il y a les familles. Les familles, tu te rappelles qu'à notre époque, quand une jeune fille venait dire à ses parents qu'elle est enceinte, c'est à peine si on ne la tue pas. C'est à peine si on ne la tue pas. Le père la faisait sortir de la maison, elle était considérée comme la honte de la famille. Et ces mentalités n'ont pas changé en réalité. Donc il faut qu'on continue à faire comprendre aux gens qu'une jeune fille qui a 19 ans, qui a, on va dire, 22 ans et qui se retrouve en situation de grossesse, ce n'est pas une fatalité. Beaucoup parmi nous, on a eu des jeunes mamans, ça n'a pas forcément eu un impact sur leur capacité à pouvoir être des gens respectés ou respectables au sein de la société. Maintenant, il faut que les familles soutiennent leurs enfants. Il faut que la société elle-même soit organisée de telle nature à proposer des mécanismes de réinsertion ou de soutien pour les jeunes filles ou encore ce qu'on dit les jeunes filles mères pour qu'elles puissent assumer ou continuer leur scolarité. Mais malheureusement, chez nous, dès qu'une fille enceinte, comme je le disais tout à l'heure, elle fait l'objet de tous les commentaires, elle fait l'objet de tous les regards vicieux, elle fait l'objet de toutes les considérations négatives, alors qu'en réalité, il faut l'accompagner, il faut la soutenir, il faut l'amener à voir en elle, du moins à se considérer comme une personne qui est dans une situation de fragilité, mais qui a besoin d'un soutien au quotidien et qui pourrait, après cette situation difficile, se relancer. Comme disait René Rude, il y a des jeunes filles, malgré le poids de la grossesse, moi j'ai une classe de 3e, j'ai 2 filles qui sont enceintes dans ma classe. Mais elles viennent à l'école, elles ne sèchent pas les cours. 3e, elles sont en grossesse. Oui, bon, après, c'est comme j'ai dit, c'est l'environnement. Il y a aussi l'éducation sexuelle, il y a la responsabilité des parents. Il y a surtout les parents qui ne veulent pas faire face à la réalité de leurs enfants. Parce que dès lors que ta fille atteint déjà 15 ou 16 ans, je pense, de mon point de vue, la maman doit déjà apprendre à sa fille la santé sexuelle. Mais 15 ans, pour qu'elle puisse se préparer. Dès 9 ans. Parce que il faut savoir que par le passé, on a eu une jeune femme au Gabon qui a accouché à 9 ans. Donc, je me rappelle encore dans les années 80, début des années 90, la plus jeune mère gabonaise avait entre 9 et 12 ans. Oui, Madame Kolo l'a dit la dernière fois quand elle est passée. Donc, à ce moment-là, il y a un besoin aujourd'hui. Moi, je fais fort dans mes salles de classe parce que parfois même, il y a des élèves qui se sentent gênés que quand une me dit « Monsieur, je suis malade », je lui pose la question de savoir quel est votre problème, c'est quoi réellement votre problème. Oh, j'ai mal. Vous avez mal où? J'ai mal au bas-ventre. Vous avez quoi? Des règles douloureuses? Ça choque. Comment ça choque? Oui, mais je t'assure. Ça choque les élèves comme moi, je pose ce genre de questions. Mais simplement parce que j'ai une conception de l'enseignement qui veut qu'on ne soit pas seulement là à donner les savoirs savants, mais nous aussi on a grandi avec nos grands-mères, on a grandi avec nos mamans, on a grandi avec nos papas, on connaît un certain nombre de choses sur on a des compagnes. Donc il y a un certain nombre de situations que nous vivons au quotidien qui doivent nous permettre à renseigner nos enfants. Quand vous êtes en situation de classe, vous avez une fille qui se tord de douleur, qui ne sait pas comment vous dire qu'elle a envie de rentrer chez elle, parce que la douleur est tellement forte, et ben, tu lui poses la question dès qu'elle te donne les raisons, et puis tu donnes des petites astuces, ou bien quand tu lui donnes des petits conseils, tu l'orientes vers le service de psychologie ou de sociologie, ou tu l'orientes vers l'infirmerie pour qu'elle soit prise en charge, parce que c'est aussi ça part de là. Il faut qu'on arrive à casser le système de tabou qui est installé dans notre société. Mais ça commence depuis la famille aussi, parce qu'il y a des mères qui n'arrivent pas à communiquer directement avec l'enfant, parce qu'elle se dit, soit elle ne sait pas comment aborder ce sujet, ou encore elle se dit que directement, l'enfant va attendre d'avoir un certain âge pour le découvrir elle-même. Mais il y a des ONG qui doivent aller vers les mères pour leur apprendre les techniques de communication sur ces questions envers les enfants. Oui, effectivement, René, c'est la grande difficulté que je rencontre, parce que quand tu poses la question à la jeune fille,
est-ce que ta mère sait que tu as les règles douloureuses? Elle te dira, oui, mais on ne parle pas de ce genre de sujet. C'est courant dans toutes les familles. Ça veut dire que le jour où elle a un problème, elle ne va pas directement d'abord aller vers sa mère. mère. Non, elle va d'abord dire à la copine. Non, elle va dire à la copine, et la copine n'est pas forcément armée pour pouvoir lui donner les meilleurs conseils. Oui. Elle va lui donner des trucs qui peuvent être hors la loi. Donc à ce moment-là, il faut qu'aujourd'hui, les familles, la société dans sa globalité, l'État mettent en place de réels mécanismes qui accompagnent la jeune fille à partir d'un certain âge, qui lui permettent de se renseigner sur elle-même, sur son anatomie, sur sa physionomie, sur un certain nombre de processus organiques qui peuvent survenir quand elle a 9 ans, 10 ans, etc. Et surtout, donner les informations qui s'y est. Parce que lorsqu'on regarde, on est encore dans des schémas de préconçus. Hein. Quand vous allez dire à une jeune fille que, bon, vous avez des règles douloureuses, vous avez commencé l'activité sexuelle à partir de quel âge? Les gens ne savent pas que ça a des répercussions sur le corps. Mm-hmm. Le début de la sexualité a une répercussion. Parce que pourquoi on parle de viol? Pourquoi le viol est tellement condamné? Parce qu'il y a un âge de maturité pour le corps. Vous avez 9 ans, vous connaissez déjà les hommes. Mais c'est une agression par rapport à l'évolution normale de votre organisme, notamment des organes reproducteurs qui vont subir on va dire quoi, un traumatisme, effectivement. Merci Dafresh. Et à ce moment-là, il faut qu'on prépare la jeune fille à assumer sa sexualité. Chez les autres, c'est pourquoi on a introduit l'éducation sexuelle. Moi, je suis d'accord que la manière dont ça avait été proposé, ça a quand même été une façon brutale. Mais il y a qu'aujourd'hui, on en a besoin. Même dans nos sociétés anciennes, ça existait, l'éducation sexuelle de la jeune fille. Il y avait un temps, quand la jeune fille, on disait, par exemple, dans ma langue, en lune, donc quand elle a ses menstruations, elle se retirait du village, elle allait chez une grand-mère, souvent ménopausée, qui lui indiquait les processus qui doivent conduire à ce qu'elle prenne soin d'elle par rapport à son hygiène intime. Donc tu vois, il y avait une éducation. Il y avait des sociétés initiatiques où on éduquait la femme sur sa façon, enfin sur la manière d'être, la manière de se comporter quand on a X ou Y situation liée à une question féminine. Donc aujourd'hui, les familles sont de plus en plus restreintes. On a le père, la mère et l'enfant. Les mamans, il faut préciser, c'est beaucoup plus les mamans. Et si la fille passe moins de temps avec sa mère, par exemple, c'est clair que le jour où elles doivent passer peut-être 5 à 10 minutes ensemble, c'est clair que ça ne va pas être un sujet de priorité, par exemple. Donc, ça veut dire qu'elle n'aura pas la possibilité d'aborder ce sujet-là avec son enfant, qui va être obligé de se tourner vers certaines personnes qui n'ont pas forcément l'information exacte. Quand tu as parlé de grand-mère, c'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de familles nombreuses. On sait que telle période, par exemple, les vacances, on devait aller chez la grand-mère, chez la tante, alors qu'aujourd'hui, pendant les vacances, on reste là, le père, la mère et puis les enfants. Si le père travaille et la mère travaille, elle passe moins de temps avec l'enfant, à quel moment elle aura ces informations? Mais l'alibi du travail, moi je trouve que ça ne tient pas. Non, je veux dire par là que c'est une bonne question, mais après c'est à la maman. Non, moi je te comprends. De faire une programmation par rapport à la famille. Par rapport à leur programme. Oui, je te comprends parfaitement, rassure-toi. Mais je dis, cet alibi ne tient pas pour moi. Parce que quand tu as un enfant, même si tu rentres à 20h, il y a des enfants qui sont souvent là, qu'on retrouve éveillés à 20h. Donc, tu peux regarder ton enfant. La première des choses qu'un parent devrait faire quand il rentre chez lui, c'est de demander comment s'est passée la journée de son enfant. Donc, lorsque l'enfant te rencontre, comment s'est passée sa journée, eh bien, tu commences à te poser des questions sur vous avez vu quoi à l'école? Aujourd'hui, tu n'as pas rencontré quelqu'un de nouveau. Tu as fait quoi avec des amis? Voilà, vous êtes allé où avec des amis? Tout ça te renseigne sur la qualité de ces fréquentations. Oui. Tout ça te renseigne sur le développement psychique qui est le sien. Ensuite, vous avez un enfant qui peut être en situation de reclus, c'est-à-dire qu'il a vécu un événement et puis il se renferme sur lui-même. On a beaucoup d'enfants comme ça dans les familles. Oui. Mais on ne prête pas attention. Or, ils ont besoin d'être écoutés. Beaucoup vivent là dans les familles
C'est seulement le matin, on lui donne dans un taxi pour aller à l'école. Quand il revient, Quand on ne lui demande pas ce qu'il a fait ou quoi que ce soit. On dit, il y a tapa qui est dans le four. Oui. Il Quand on a mange. assiette là-bas, il faut manger. Voilà, à 15h, on lui demande d'aller laver les assiettes, puiser de l'eau. Mais tous. Or, il y a tout un environnement. Nous tous, on est passé par là. Mais il y a un environnement il faut créer aujourd'hui parce que, contrairement à nous, nos enfants ou les enfants qui viennent actuellement sont plus fragiles sur le plan moral et psychologique que nous. Nous, on a vécu dans un environnement où on te donne 50 coups de chicotte, ben, t'es debout. Même là, pleurer, tu connais pas. Les maîtresses nous tapaient au primaire. Voilà. Un environnement ruste où on te disait un homme ne pleure pas. Tu vois un peu. Une fille, ça ne crie pas. Une fille, ça ne rit pas aux éclats. Donc, il faut recréer un environnement qui soit adapté à l'évolution de la société actuelle. La société actuelle veut qu'on parle aux enfants, qu'on discute avec eux, qu'on les écoute, qu'on comprenne leurs problèmes, qu'on les accompagne pour trouver des réponses à leurs problèmes. Dernièrement, tu parlais d'une vidéo que nous, on a eu la possibilité de regarder sur les réseaux sociaux. Un père qui charrie son enfant sur une déception amoureuse. Le gourmet. Voilà, le gourmet, tu vois. Alors, tu t'imagines, il y a 20 ans. C'était possible, ça? Barré, ton père s'en fout de tes déceptions amoureuses. Or, aujourd'hui, il faut de plus en plus qu'on prête attention. Regarde un peu ce qui s'est passé à Oyem ce week-end. Une petite fille de 13 ans, elle s'est donné la mort parce que sa mère lui mettait la pression sur son avenir. C'est-à-dire qu'elle voulait qu'elle soit plus concentrée à aller à l'école. Non, 14 ans, elle était encore, je crois, en 3e année. Donc, genre C1 ou C2 à l'école catholique Saint-Richard d'Oyem. Donc, à un moment donné... À 14 ans. Oui, c'est un peu tardif, tu vois. Donc, avec toutes ces pressions-là, elle avait déjà peut-être d'autres charges émotionnelles, psychologiques, le regard même de l'étranger quand elle passe dans la rue. Ça aussi, ça travaille sur la morale des enfants. Donc, il faut que le parent soit attentif. Il y a bien le répressif, mais il faut aussi écouter, il faut aussi accompagner, il faut prendre soin parce que nos enfants, encore une fois, sont de plus en plus fragiles parce qu'exposés à un certain nombre d'aléas qui ne dépendent pas de nous, des valeurs extrinsèques, donc qui sont soit des valeurs exotiques, ou encore une moralité qui est plus ou moins aujourd'hui douteuse au sein de nos communautés. Donc il faut que la famille elle-même, avant d'accuser l'État ou qu'avant qu'elle ne soit à se reposer sur l'État, il faut qu'elle-même soit là à accompagner l'individu qu'elle met au monde pour que cet individu-là puisse être un citoyen utile pour sa communauté. Ses responsabilités. Voilà. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban René. Richard, les résultats? Oui, on a un gagnant du jour et c'est Roméo. La question était, la SODEC peut-elle débloquer du crédit pour financer un de vos projets? Et la réponse est oui. Notre gagnant du jour est Roméo qui gagne une carte Visa prépayée de la SODEC, la Société d'épargne et de crédit. Merci, voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain à 7h. Chers auditeurs, voici pour vous votre horoscope. Bélier, si vous n'êtes pas en couple... Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.